Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être si nombreux et nombreux ce soir chez Charybde. Bonsoir Antoine Volodine, merci d'avoir à nouveau accepté notre modeste invitation dans cette boutique obscure. Comme le disent certains chroniqueurs littéraires d'émissions se voulant humoristiques et à grande écoute, emplumés et fardés. Antoine Volodine n'est pas ici ce soir pour échanger à propos de ses propres ouvrages. Et je ne le présenterai donc pas en tant qu'auteur à proprement dire, mais en tant que porte-parole. Il est parmi nous pour évoquer les textes de son hétéronyme, confrère, ami, Lutz Bassmann, qui, depuis la prison de haute sécurité, où il semblerait peut-être qu'il réside, si on peut employer ce mot, ne pouvait se déplacer bien naturellement. Lutz Bassmann, dont les éditions Verdier, saluant toujours leur audace et leur fidélité, ici comme ailleurs, viennent de publier le 5e texte, et aujourd'hui le moins prolixe des écrivains édités de ce courant littéraire et politique toujours mystérieux, 32 ans après sa naissance officieuse, qu'est le post-exotisme, dont beaucoup parmi vous, présents ce soir, connaissent certaines arcanes, tandis que d'autres en découvriront donc dans la joie paradoxale de l'humour du désastre. Le moins prolixe, à présent à égalité avec Elie Kronauer, qui nous a offert 5 précieuses bilines, ces contes russes traditionnels qu'il a revisités pour notre époque de capitalisme débridé et de centrales nucléaires fissurées, entre 1999 et 2001, avant de se taire, sa mission sans doute accomplie. Manuela Dreger, il est vrai, ne nous a livré que 2 ouvrages dits pour adultes, mais elle a contribué de manière beaucoup plus décisive qu'il n'y paraît d'abord au développement intime du post-exotisme, avec les 11 enquêtes, à date, prétendument pour enfants, du détective Bobby Potemkin, pièces essentielles de l'ensemble, à mon humble avis. Antoine Volodine est bien, lui, le principal porte-parole du mouvement, si un tel nom peut ici s'appliquer, ce qui est loin d'être certain, du mouvement post-exotique, depuis le précurseur Biographie comparée de Jorian Burggrave en 1985, jusqu'au foisonnant et récapitulatif Terminus Radieux en 2014, avec 17 autres textes, parmi lesquels il faut sans doute isoler, pour notre propos de ce soir, le post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, de 1998, vrai faux manifeste littéraire que domine déjà l'ombre singulière de Lutz Bassmann. Ayons au passage une pensée aussi pour celles et ceux qui n'ont pu, pour diverses raisons, être publiés à ce jour, et notamment pour Maria Samarkand, pour Jean Vlasenko, pour Ingrid Vogel, pour Yassar Tarchalski, parmi bien d'autres, ainsi que pour une voix particulièrement attachante, même si elle ne se compte pas parmi les auteurs du post-exotisme, celle de Maria Soudaïeva et de ses irremplaçables slogans, dont Antoine Volodine nous parlait de manière si émouvante il y a tout juste un an ici même. Lutz Bassmann, donc, avec qui, grâce à Antoine Volodine et à Marianne Charybde de Sète, vous allez peut-être pouvoir faire un peu mieux connaissance ce soir. 4 textes jusqu'ici, tous plus étonnants et troublants les uns que les autres, pour appréhender un au-delà de la défaite qui est lui-même un plus que bizarre, tragique, poignant et paradoxalement optimiste, on y reviendra sûrement, ici et maintenant. Haïku de prison en 2008, et sa réalité poisseuse et mortifère de la cellule, du convoi et du camp, avec Les moines soldats en 2008 également, et son éthique onirique qui n'a heureusement rien de samouraï, mais qui résonne si bizarrement de chien fantôme. Les aigles pus en 2010 et son intense, beau, chant funèbre pour un combattant égalitariste ventriloque et pour sa famille vaporisée, avec rouge-gorge mazouté et non rossignol brigand, et Gollywog, cette marionnette raciste créée par les dominants, savamment retournée ici. Danse avec Nathan Golshem en 2012 et sa transgression chamanique, amoureuse, poignante de la vie et de la mort, pour que suscite la mémoire de la guerre et de la captivité, pour servir ou non, plus tard. Aujourd'hui, le 5e ouvrage de Lutz Bassmann englobe et développe tout cela, et je vous invite chaleureusement à vous y plonger en compagnie d'Antoine Volodine et de Marianne Charybde de Sète dans l'heure qui vient, me contentant de clore cette brève introduction par quelques paroles rituelles dans l'une des vieilles langues de l'Orbise, la nation égalitariste vaincue, ayant perdu et fourvoyé sa révolution qu'il s'agit bien, je crois, et de plus d'une manière, de retrouver à travers les 42 ouvrages du corpus post-exotique. Большое спасибо и за ваше здоровье, товарищ Volodine. Вместе пойдемте в чайную деревню. Ce que l'on traduira approximativement par longue vie aux Ibures, ou bien peut-être par merci beaucoup et à votre santé, camarade Volodine. Ensemble, allons au Black Village. Donc, Lutz Bassmann, comme Antoine Volodine, Manuela Dreger et Elie Kronauer, fait partie d'un même collectif d'auteurs qui écrivent une littérature en commun. Lutz Bassmann porte le même projet que les auteurs post-exotiques, mais il semble y avoir plus de noirceur, de violence et des formes particulières de narration chez Lutz Bassmann, les haïkus de prison et les interruptats dans Black Village. Est-ce que la voix de Lutz Bassmann a quelque chose de particulier dans ce collectif et quoi? Bonsoir. Ce que cette voix a de particulier, d'abord, c'est qu'elle résonne depuis longtemps, puisque dans le post-exotisme en leçon 11,
on l'a dit, déjà, Luz Bassmann est au centre de la narration et prend la parole pour dire ce qu'est le post-exotisme et faire le bilan du post-exotisme en 1998 et projeter pour plus tard la construction post-exotique à venir. Et effectivement, Luz Bassmann prend là déjà la place qu'il va avoir plus tard d'une voix forte, puissante dans l'édifice que nous construisons ensemble. Il a fallu plusieurs années avant que concrètement, aux éditions Verdier, puissent paraître des livres qui montrent à quel point cette voix était forte et indépendante et différente de celle qu'on avait entendue jusqu'à présent, c'est-à-dire celle de Volodine et dans une moindre mesure parce que l'écho était petit, puisque à ce moment-là, les livres étaient publiés uniquement à l'école des loisirs dans une collection dite pour adolescents, les voix de Manuela Dreger et Elie Kronauer, qui ont leur spécificité, mais on va parler ce soir des spécificités de Luz Bassmann. Alors, en fait, c'est un auteur qui, vous l'avez dit, est remarquable par des choix narratifs et des inventions narratives que d'autres auteurs post-exotiques n'ont pas osé réaliser, et d'autre part des choix narratifs qui sont poussés vraiment dans le sens romanesque pour enrichir les histoires, les images qui sont notre lot commun à nous tous auteurs post-exotiques, mais pour les enrichir et également pour réinventer une forme de roman, un nouveau roman post-exotique. Alors, moi je pense que on peut noter quelques spécificités littéraires tout à fait à part, qui mettent cet auteur à part. On peut prendre d'abord, pour commencer, un roman qui s'appelle Haïku de prison, qui est un roman sur le goulag, sur les prisons, le transfert dans les camps en Sibérie et la vie dans le goulag. Et cette histoire tragique est racontée uniquement sous forme de haïku. Des haïkus bassmanniens. Alors c'est une forme que Bassmann a inventée, évidemment, en s'inspirant des haïkus japonais, mais ces haïkus ont les caractéristiques, certaines caractéristiques qu'on retrouve dans les haïkus japonais, en particulier la distance, l'humour, la brièveté, la volonté de faire image et de faire derrière culture, civilisation en quelques mots et en 3 lignes, comme dans la plupart des haïkus. Puisqu'on est en train de parler justement des haïkus japonais, j'ai été au Japon cette année et les spécialistes, les japonais, les spécialistes du haïku s'arrachent les cheveux en lisant ces haïkus de Bassmann, en disant qu'ils sont absolument intraduisibles et que ça ne correspond absolument pas au haïku japonais, parce que évidemment le haïku japonais obéit à des contraintes qui sont liées à la culture japonaise, liées à l'écriture japonaise, liées à la rythmique de la langue et à
la civilisation, à la culture de la nature, un certain détachement face aux saisons qui doivent apparaître également dans chaque haïku, très concentré, et la manière dont cela est réalisé ne correspond pas du tout à ce que Bassman appelle un haïku. Alors, cette année, j'ai eu des discussions avec des Japonais là-dessus. C'est intraduisible en japonais, c'est triste, hein, mais enfin bon, les haïkus de prison, c'est le livre par excellence impossible à traduire en japonais, et un universitaire m'a dit vous auriez dû, au lieu de mettre haïku, mettre haikai, parce que c'est plutôt un haikai qu'un haïku. Je lui ai dit pour la prochaine édition, on verra, mais en fait, parce que le haikai est plus libre de forme et d'inspiration que le haïku. Mais peu importe. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on a ici une performance littéraire qui consiste à décrire la prison, décrire le train qui mène avec les prisonniers qui mènent en Sibérie, et décrire le camp sibérien uniquement par petits poèmes en trois lignes, qui sont des images, des flashs qui contiennent toute l'histoire de l'horreur stalinienne, et en même temps qui regardent l'univers, l'histoire, les relations humaines avec cette manière de voir les choses qui s'appelle l'humour des désastres, qui est propre au post-exotisme, mais que Luz Bassman a particulièrement développé dans les haïkus de prison, qui sont drôles dans la première partie qui s'appelle prison, dans la deuxième partie qui s'appelle transfert, mais qui ne peuvent plus être drôles dans la troisième partie qui s'appelle enfer. Et à ce moment-là, l'humour du désastre s'atténue, se tait, car il est impossible, dans l'horreur des camps, de rire ou de plaisanter. On ne peut plus. Donc, l'humour du désastre est très vivant dans les deux premières parties, et ne s'exprime pas dans la troisième partie, les camps, dans l'enfer. Alors voilà, c'est déjà un exemple des folies narratives, des aventures narratives de Luz Bassman, un roman en haïku. On peut dire qu'il n'y en a pas beaucoup dans la littérature contemporaine, et certainement pas dans la littérature française de toute façon. C'est une tentative de construction romanesque qui est tout à fait à part, et qui donne une idée de ce que peut être l'invention bassmanienne. Mais il n'y a pas que ça. Dans le livre qui est paru en même temps que les haïkus de prison, et qui s'appelait Avec les moines soldats, qui est un recueil d'entrevoûtes. Alors les entrevoûtes, c'est une forme narrative qui n'appartient pas à Luz Bassman, mais qui a été reprise par d'autres auteurs. Par exemple, Nos animaux préférés de Volodine est un livre d'entrevoûtes, c'est-à-dire un livre construit de façon pyramidale avec un narrat central. Ici, dans les entrevoûtes de Bassman, c'est pas des narrats, c'est des chapitres assez étendus, des parties, des grandes séquences, et avec ce narrat central, il y a de part et d'autre des chapitres ou des narrats, mais des chapitres qui se répondent. Et dans
avec les moines soldats, bien sûr, il y a cette construction rigoureusement observée qui n'est pas spécifique à Basman. Mais là-dedans, il y a 2 chapitres qui se répondent, qui portent le même titre, et qui s'appellent Crise au Dongfeng Hotel. Et dans Crise au Dongfeng Hotel, ce sont des textes d'une trentaine de pages, quarantaine de pages. Non seulement cette réponse a lieu, mais on a la reprise, pas mot pour mot, mais la reprise événement par événement de ce qui s'est passé dans le premier chapitre, Crise au Dongfeng Hotel, la reprise du déroulement exact, l'arrivée dans la ville, le débarquement du train, l'hôtel, l'attente à l'hôtel, la première promenade dans la ville, sur la plage, on est dans une ville dévastée à la fin de l'humanité, et l'attente devant un hôtel obscur, en pleine nuit, dans l'obscurité totale, l'attente de quelque chose qui va se produire et qui est en fait l'arrivée d'un très très lointain futur d'une petite fille à qui on va transmettre l'humanisme. C'est l'idée de la mission du personnage principal. On va lui transmettre l'humanisme, la compassion par un geste. Et bon, il se trouve que cette petite fille est une araignée, mais enfin bon, peu importe. Mais on lui transmet la compassion pour que l'humanisme existe dans quelques centaines de millions d'années, quand il n'y aura plus d'humanité. Alors, voilà aussi quelque chose qui est tout à fait particulier, d'oser répéter dans le même livre la même action, la même situation, les mêmes ambiances, mais avec des phrases différentes, des variantes, des variations qui font que le lecteur ou la lectrice, en lisant la deuxième fois Crise au Dongfeng Hotel, ont une impression très difficile à définir, une impression de déjà vu, de déjà lu, et s'ils se reportent à ce qu'ils ont lu quelques dizaines de pages plus tôt, ils ne vont pas retrouver la même chose. C'est la même chose, mais ça n'est pas la même chose. Et cet effet est une des trouvailles romanesques, on va dire, trouvailles poétiques de Lutz Bassmann. Il y a également dans Nathan Goldschem, Danse avec Nathan Goldschem, où une femme évoque de façon chamanique l'âme, la personne de son mari qui a été torturé et jeté à cet endroit près d'un rivage et qui se réveille parce que sa femme, Jennifer Goranidze, danse, fait des gestes magiques, évoque son mari, et ensemble, ils vont raconter des histoires pour se faire rire, pour faire rire les morts, pour faire rire ceux qui ont disparu, qui leur sont proches idéologiquement, sentimentalement, et ils vont, à tous les deux, remplir le livre d'histoires qui sont autant de récits et d'images à la fois tragiques et comiques, avec toujours beaucoup de cet humour très violent, de cet humour très puissant, on peut dire, de Lutz Bassmann, qui est l'humour du désastre. Dans ce même livre, comme d'ailleurs dans un livre qui fonctionne un peu de la même manière et qui est Les Aigles Pus, avec un narrateur
qui va aussi raconter des histoires à ses proches qui sont carbonisés à côté de lui, qui va raconter des histoires depuis la mort, pour les morts, pour faire rire les morts. Et donc dans ces deux livres, Danse avec Nathan Goldschem et Les Aigles Pus, on a à peu près le même type de structure, et on a également un autre trucage romanesque de Lutz Bassmann, qui est l'introduction de listes, des listes qui sont des listes parfois drôles. Par exemple, dans Danse avec Nathan Goldschem, il y a des listes de toutes les guerres que nous avons perdues. Alors il y en a, c'est des guerres imaginaires, bien sûr. Il y a une centaine de guerres inventées comme ça. Ils s'échangent et ils rient ensemble de toutes ces défaites qui se sont accumulées autour d'eux. Il y a également la liste de maladies imaginaires. Et puis, il y a à la fin de Danse avec Nathan Goldschem, quand même, il y a une quinzaine de pages qui consistent en faux chef d'inculpation, puisque Nathan Goldschem, sous la torture, quand on veut l'obliger à reconnaître sa culpabilité, invente pour tenir sous la torture, invente des chefs d'inculpation, alors tous plus loufoques les uns que les autres, et le livre se termine, ou presque, sur cette longue liste de chefs d'inculpation, très drôle, qui répondent à l'horreur de la situation par également ce que on peut appeler l'humour du désastre, ici un humour surréalisant, le grotesque est mis au premier plan, mais ces listes sont introduites à l'intérieur du roman, ne sont pas des listes gratuites, elles font absolument partie de la narration romanesque, et elles ne sont pas plaquées comme cela. Elles sont, par exemple, j'ai parlé des guerres imaginaires, elles sont dialoguées entre Nathan Goldschem, ou ce qu'il en reste, enfin l'esprit survivant de Nathan Goldschem, et Jennifer Goranidze, la chamane qui le fait revivre. Dans Les Aigles Pus, il y a des listes aussi, il peut y avoir des listes qui ne sont pas drôles du tout, alors absolument. La liste de morts brûlés, ici a brûlé Mariam Koum, etc. C'est une énumération qui rappelle, là c'est toujours dans une volonté de raconter des histoires et de faire surgir des images. C'est quelque chose qui rappelle les pages de mémorial. Voilà, il y a certainement d'autres inventions narratives. Il y a des inventions narratives encore, je pense à celle qui consiste à l'intérieur du roman. J'insiste là-dessus parce que on n'est pas dans un plaquage de poèmes ou dans un plaquage de choses artificielles. C'est un des éléments essentiels, moteurs du roman. Il y a, par exemple, des phrases des chapitres qui sont brefs, mais qui consistent en une phrase qui se développe peu à peu, c'est-à-dire une phrase courte sur laquelle viennent se rajouter des éléments, et peu à peu on revient toujours dans cette phrase, et elle s'élargit, et elle raconte, elle fait naître une image dans les yeux, dans
le conscient et dans l'inconscient du lecteur ou de la lectrice. C'est ce travail de dialogue avec l'inconscient du lecteur ou de la lectrice est un des éléments du post-exotisme, mais c'est un des éléments qui est très fortement mis en œuvre dans les livres de Lutz Bassmann. Voilà, et puis je pense qu'il doit y avoir encore d'autres choses, mais ces éléments sont des éléments qui, rassemblés, montrent à quel point Lutz Bassmann a une voix tout à fait forte et à part dans le post-exotisme et ne peut pas être mélangé, on ne peut pas lui superposer un autre auteur post-exotique. On peut pas dire que Lutz Bassmann, c'est Volodine avec deux trois petites choses qui ont été rajoutées, mais c'est la même chose. Non, c'est une autre voie du post-exotisme. Merci. Alors on va parler des inventions bassmanniennes et de la voix de Lutz Bassmann à propos de Black Village. Donc Black Village démarre dans un espace noir. On a trois êtres humains qui avancent dans une obscurité totale. Ce voyage, on apprend tout de suite qu'il a commencé après leur décès et depuis un temps impossible à mesurer. Donc ça débute le roman lorsque l'un d'entre eux, qui s'appelle Goodman, qui progresse comme les autres difficilement, lentement dans cet espace noir, donc en compagnie d'une femme qui s'appelle Myriam et d'un autre homme, le narrateur. Donc Goodman décide et réussit à allumer une petite flamme. Cette petite flamme, d'ailleurs, elle leur permet de se voir à nouveau, de découvrir leur physionomie après ce laps de temps absolument incommensurable qu'ils ont passé dans les ténèbres. Elle leur permet aussi de se questionner sur l'écoulement du temps qui semble complètement avoir perdu sa continuité. Le temps a l'air d'être sorti de ses gonds. Et sa seule caractéristique maintenant, ça semble être l'inachèvement, la rupture. Alors pour tenter de mesurer ce temps, ils commencent à se raconter des récits. Donc la lumière permet à la parole d'advenir, au récit de commencer, parce qu'ils veulent voir si le récit peut advenir. Mais le temps s'interrompt. Alors Myriam dit le temps s'interrompt, mais les histoires restent. C'est ce qu'elle dit pour consoler en quelque sorte Goodman après l'interruption de la première histoire. C'est comme si les histoires et la fiction, c'est ce qu'il restait quand il ne reste rien. Je voulais vous demander pourquoi est-ce qu'il fallait que tout commence par le noir? Bon alors, on est passé à Black Village. Donc, ça me permet de continuer à parler des inventions narratives de Lutz Bassmann, avec, on le sait, beaucoup de présents et de présentes ici le savent, dans le post-exotisme, il y a une forme qui s'appelle le narrat, qui est une forme particulière, une séquence narrative, une sorte de photographie en prose, et qui peut être très diverse du point de vue style, mais enfin c'est une sorte de photographie en prose. Et Lutz Bassmann, dans Black Village, va mettre en scène, toujours avec une idée de raconter une histoire, et pas de se faire plaisir en inventant des formes inédites. Il va intervenir dans les narrats et les interrompre au moment où l'image est en train de se dérouler, où l'histoire est en train de se dérouler, et il invente donc, Lutz Bassmann est l'inventeur de l'interrupta, qui donc est la même chose qu'un narrat, mais qui s'interrompt brusquement. Alors, bien sûr, cette forme particulière de narrat est liée à, vous l'avez raconté, vous l'avez dit, à une histoire en amont qui est trois êtres, Tassili, Goodman et Myriam, qui se connaissent vaguement, qui ont vaguement
participer ensemble à des missions de l'organisation qui est très présente chez Lutz Bassmann, mais pas uniquement chez lui. Ces trois êtres, évidemment, sont à l'intérieur de quelque chose qui a été beaucoup décrit, beaucoup utilisé dans d'autres livres du post-exotisme, qui est le bardo. Ils sont dans le monde flottant, le monde noir de l'après, d'après le décès, où on continue à exister en allant en principe vers, si on suit la théorie bouddhiste, en allant soit vers l'illumination, ça c'est 1 sur 1 milliard, mais ou plus exactement vers la Renaissance, et dans le post-exotisme, cette théorie est totalement subvertie. Le monde flottant, le bardo existe, mais on va vers l'extinction, pas vers la Renaissance ni vers l'illumination. C'est ce qui se passe dans Terminus Radieux, dans la dernière partie des Naras, qui termine Terminus Radieux, sans les terminer d'ailleurs. Et simplement, cette marche vers l'extinction elle-même est subvertie par Lutz Bassmann, puisque ces personnages sont dans une situation où d'abord ils ne voient rien. La lumière dont vous avez parlé est très très relative. C'est une miette de flamme, et si jamais les personnages se dévisagent, ils s'aperçoivent dans les ténèbres complètes qu'ils n'ont plus, que leurs orbites sont vides et qu'ils n'ont plus une figure reconnaissable. Donc on est dans le monde des morts. Et simplement, le départ narratif de ce livre, le fondement, la raison d'être de ces récits interrompus, c'est que les personnages veulent quand même savoir, à défaut de pouvoir voir un paysage, à défaut de pouvoir repérer quoi que ce soit autour d'eux, ils veulent au moins se repérer dans le temps. Ils veulent trouver une manière de savoir depuis combien de temps ils marchent, depuis combien de temps ils marchent après la dernière étape qu'ils ont, dont ils se rappellent quelques éléments. Et ces repères de temps, on est donc dans une narration particulière, leur sont refusés. Le temps ne s'écoule pas. Alors, dans de nombreux livres qui montrent le bardo, livres post-exotiques qui montrent le bardo, il y a une réflexion sur le temps qui est extensible, qui peut être très réduit ou infiniment étiré sur la durée qui ne peut pas être mesurée. Mais là, on est au pire de ce qui peut arriver dans l'absence de mesure de la durée, puisque on ne peut absolument pas la mesurer. Il y a un seul moyen que trouvent ces personnages, c'est de raconter des histoires et de se dire on peut se souvenir de l'histoire qui a été racontée avant et compter les histoires et ainsi avoir une sorte de pendule très relative, mais de mesure du temps. Or, le temps, la durée s'oppose à ce projet-là et ils ne peuvent jamais terminer leurs histoires. Ils sont donc condamnés à essayer de raconter une histoire, essayer de faire naître une image, un récit,
et quelque chose, et ça s'interrompt, et ils s'aperçoivent tout à coup, enfin c'est difficile de dire tout à coup, ils s'aperçoivent que l'histoire est terminée, et ils marchent. Depuis combien de temps ils marchent, ils ne savent pas. Donc ils essaient de raconter une autre histoire, chacun prenant la parole à son tour. Voilà, le livre est également construit de façon sur cette structure pyramidale avec un nara central, un interrupta central, et de part et d'autre de ce sommet de la pyramide, les naras se répondent, les chapitres se répondent, les images se retrouvent, les personnages se retrouvent de façon extrêmement nette parfois, ou de façon beaucoup plus allusive dans d'autres cas. C'est uniquement une question d'ambiance que l'on retrouve, ou la mention d'un personnage, un peu comme on avait dans des anges mineurs, mais là on est dans un système plus resserré, beaucoup plus noir en fait que ce qui avait été fait jusqu'à présent. Alors le noir, c'est le noir qui revient en permanence à chaque fin de récit, à chaque interruption de récit, et c'est le noir dans lequel les narrateurs interrompus progressent lentement vers ils ne savent pas quoi. Alors vous avez parlé des images, et les histoires de Black Village commencent par installer une image qui est vraiment rémanente dans l'esprit, dans la rétine, dans l'ouïe, parfois dans l'odorat du lecteur. Il y a par exemple le début de la 5e histoire, où on a un homme qui s'appelle Bloomkind, qui se rend à une réunion à la maison du parti, dans une odeur, là je cite, de bauge reptilienne, de monstres préhistoriques en réduction, jusqu'à la proximité de la maison du parti, où se trouve un élevage de varans qui se sont apparemment échappés de la ferme. Ou une autre image, le début de la 6e histoire, Clara Schiff, qui est une tueuse expérimentée et qui se réveille dans le wagon luxueux, désuet d'un train en marche, sous la surveillance de 3 chiens énormes, menaçants, de couleur fauve. On a ces histoires comme ça qui restent. Est-ce que cette image, c'est ce qui précède l'écriture pour Lutz Bassmann et pour les écrivains post-exotiques? Oui, l'image est essentielle. C'est nous racontons des histoires en essayant de faire naître des images et de conduire lecteurs et lectrices à l'intérieur de ces images. Alors tous les trucages narratifs, toutes les techniques sont mises en œuvre de façon non pas théorique, parce que la théorie et nous, ça fait vraiment plusieurs. Non, c'est de façon très intuitive. Notre travail consiste à entrer dans l'image et à faire entrer dans l'image. Beaucoup plus, et à partir de l'image naissent les histoires. C'est pas tellement dans l'autre sens que ça se passe. L'image est reine dans toute la production post-exotique, mais chez Lutz Bassmann, dans la mesure où il faut, on va avoir des récits qui vont s'interrompre, il faut quand même très rapidement que lecteurs et lectrices rentrent à l'intérieur de quelque chose. Donc l'image est essentielle. Il n'y a pas de descriptions inutiles. Il y a quelque chose qui est entré dans l'action. Alors l'action, c'est évidemment très important, mais c'est un chemin vers l'image. L'action renvoie, je pense,
très facilement, très directement au cinéma. Et les lecteurs, lectrices aujourd'hui, lorsqu'ils lisent quelque chose qui est action, superposent à leur lecture, je crois, immédiatement des images de films. Et très rapidement, dans les mises en place de ces récits de Luz Bassmann, il y a quelque chose qui projette dans une image, mais une image animée, qui n'est pas une image bucolique, qui est une image qui correspond à une situation, à une situation d'action, qui doit renvoyer, je pense, immédiatement à la culture cinématographique que nous avons tous, chacun avec sa culture propre, mais nous avons une culture d'image, et cette culture d'image, on la retrouve complètement dans Black Village, ce qui est contradictoire au départ si on parle d'image dans un monde noir. Mais je pense que sur l'écran noir de Black Village, comme sur l'écran noir du monde flottant, du monde noir, de l'espace noir, du bardo, qui est très souvent mis en scène dans les livres post-exotiques, eh bien, sur cet écran noir, sans repère, naît plus facilement l'image, qui est une image qui peut être colorée, mais qui est provoquée chez le lecteur et la lectrice par l'évocation d'odeurs, de mouvements, de couleurs. J'ai simplement évoqué le récit, la sixième histoire, Clara Schiff, qui se réveille sous le regard menaçant de 3 chiens. Dans la 9e histoire aussi, on a un autre personnage qui se réveille, Bortchouk, et là il cherche le cahier qui est près de lui, où il a l'habitude de noter ses rêves, dont il veut saisir l'image, l'histoire du rêve avant qu'il se dissolve. Et là il se rend compte avec effroi que les quelques lignes qui ont été notées en dernier dans son cahier n'ont pas été écrites par lui. Comme si... Ça arrive. On a l'impression que le rêve et la réalité s'inscrivent dans une continuité indistincte dans plusieurs de ces récits. Vous pouvez nous parler de cet aspect-là? Oui, si on cherche la réalité, on aura du mal parce que la réalité n'est nulle part. Mais il y a des techniques d'écriture où on est dans un monde qui est décrit de façon réaliste. L'onirique n'est pas du tout présenté avec les gros sabots habituels, la sonnette qui dit attention, maintenant c'est un rêve, ça n'est plus la réalité. Non, alors on ne fait pas du tout ça depuis toujours, et Bassmann s'y entend bien aussi, je pense, à ne pas du tout signaler le glissement d'un premier niveau de réel à un autre niveau de réel, ou d'un premier niveau onirique à un autre niveau onirique. Il n'y a pas de glissement signalé. On accompagne cela, on accompagne le personnage, on accompagne le narrateur. Tout est fait pour que lecteur et lectrice accompagnent le personnage. Et peut-être que de là naît un malaise à la lecture, parce que le lecteur, la lectrice ont souvent besoin de repères, de savoir si on est dans une invention,
justement, si on est passé du rêve à la réalité, du réel à l'onirique, et c'est une des particularités du post-exotisme que les images n'établissent jamais de frontières entre le rêve et la réalité, et que néanmoins les personnages continuent leur existence à l'intérieur de l'histoire sans se préoccuper de cette différence entre rêve et réalité. Dans l'histoire que vous avez évoquée, le personnage se réveille avec l'idée d'un rêve, il prend son cahier où il note les rêves, il s'aperçoit que c'est pas lui qui a écrit ce rêve, il est en situation de malaise, et là, il lève les yeux dans sa chambre très obscure, et il voit un grand oiseau en par-dessus, genre tchéquiste, qui attend son réveil. Voilà. Et ensuite ils se battent, et je vous dis pas la suite parce que voilà. Il y a ce glissement permanent, c'est-à-dire on pourrait à la lecture se dire mais alors il continue à rêver. Or ce n'est jamais cela qui est suggéré. Ce n'est pas il continue à rêver, c'est l'histoire continue à se faire. C'est pas pareil. C'est-à-dire et nous lecteurs et lectrices, nous sommes à l'intérieur de ça, et il faut bien faire avec. Alors vous avez parlé du réveil de ce personnage et du fait qu'il voit un oiseau de taille humaine dans sa chambre. Il y a un autre personnage de tueur, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, qui sont confrontés à des oiseaux de taille humaine. Par exemple, Abimael Fishman, qui veut se mettre à l'abri de la pluie dans le motel de Black Village, et qui voit un oiseau blanc, très blanc, à taille humaine, immobile derrière une vitre. On croise à plusieurs reprises des oiseaux, des hommes-oiseaux dans Black Village et dans l'œuvre post-exotique en général. Il y a un personnage féminin central de l'œuvre post-exotique qui s'appelle Ingrid Vogel. L'oiseau ou la créature hybride homme-oiseau semble être une figure à la fois essentielle et ambiguë dans l'œuvre post-exotique, ambiguë dans le sens où elle prend un peu tous les rôles. Oui, alors dans l'histoire dont vous avez raconté le début, si on se reporte au Nara qui correspond de l'autre côté de la pyramide, donc un des derniers Nara, puisque Fishman c'est un des premiers Nara, l'oiseau qu'il retrouve au motel, dont on le voit apparaître dans ce Nara, et c'est un oiseau assez... Alors quand on dit oiseau, je ne sais pas quelles images vous pouvez avoir, hein, mais c'est un oiseau qui se réveille dans un haut fourneau, qui reste un moment dans le haut fourneau, puis qui ensuite sort de ce haut fourneau, tue quelques personnes, et va à la recherche de Fishman. Voilà. Et alors c'est des drôles d'oiseaux quand même. Les oiseaux, picturalement, ça doit être extrêmement difficile de mettre ça en image, ces récits. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai été très marqué par la peinture surréaliste et par les oiseaux de Max Ernst, qui sont de taille, qui sont des personnages oiseaux, hein, c'est pas des humains avec des têtes d'oiseaux, c'est des personnages oiseaux. Et puis également dans Une semaine de bonté, qui est une suite de collages de Max Ernst, il y a des personnages aussi oiseaux qui interviennent en noir et blanc dans des scènes surréalistes complètement. Et je pense que c'est ce type
d'oiseaux surréalistes, surréalisants, qu'il faut essayer d'avoir en tête. Dans Lutz Bassmann, dans les aigles pus, il y a un oiseau très important qui est un des interlocuteurs du personnage qui est Gordon Koum et qui est un rouge-gorge. C'est un rouge-gorge qui est en train de, qui est mort d'ailleurs au milieu des cendres, et c'est la seule tache de couleur dans un paysage de cendres. Et cet oiseau est, je crois, dans l'ensemble des écrits post-exotiques, ça doit être le seul oiseau qui ressemble à un passereau, quoi. Alors que dans le reste des livres où apparaissent des oiseaux, ce sont plutôt ces oiseaux surréalistes de Max Ernst. Certains sont, mais alors ils ont toujours un caractère magique, onirique évidemment, mais ils sont souvent, c'est souvent des espèces de créatures envoyées en mission, comme des anges, mais sans caractère sacré du tout, hein, envoyées en mission. On a ça dans Bardo, Ornote Bardo de Volodine. Il y a un oiseau qui fait un reportage sur la mort d'un des personnages, qui s'appelle Comme une forme. Voilà. Les oiseaux ont un statut tout à fait particulier dans nos livres, mais il faudrait regarder livre après livre, personnage après personnage, parce que c'est pas toujours le même. Parfois il y a des oiseaux sympathiques, parfois il y a des oiseaux absolument pas sympathiques. Par exemple, dans Black Village, il y a deux interruptats, deux narras interrompus qui mettent en scène une toute petite troupe de théâtre de 2 personnes qui sont à l'intérieur d'un théâtre. Au-delà du théâtre, il n'y a plus rien. Le paysage est totalement noir, c'est la fin du monde. Et viennent leur demander des comptes des personnages comme celui qui était dans la chambre de Burchuk. C'est ça, des urubus, des urubus géants qui viennent, qui arrivent par-dessus et qui exigent que la séance se poursuive, même si un des comédiens vient de mourir, mais ils veulent que la séance se poursuive. Ça, ce sont des oiseaux méchants. Alors justement, le théâtre occupe une place très importante dans l'œuvre post-exotique, de manière discrète ou de manière parfois plus évidente. Monologue ou pièces de théâtre devant un public d'animaux, d'araignées, d'insans, personnages qui parlent et qui animent des personnages de chiffon. Donc il y a ces deux histoires dont vous avez parlé dans Black Village. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le théâtre a apporté à Lutz Bassmann et aux écrivains post-exotiques? Le théâtre est extrêmement important. D'abord, nous faisons du théâtre. Hein. Volodine, va aider à la mise en scène d'une pièce qui s'appelle Frères sorcières, qui va être créée en janvier au TNG de Lyon, et je participerai à la mise en scène. J'aime beaucoup le théâtre, nous aimons le théâtre, et d'autre part, il y a dans les livres, dans les ouvrages post-exotiques, il y a très souvent des scènes qui appartiennent
au monde du théâtre, et en particulier, il y a très souvent la confrontation toute simple de deux personnages perdus au milieu du noir, perdus au milieu de leur mort, perdus au milieu de la forêt, et qui ont des dialogues minimalistes, et très souvent on pourrait détacher des morceaux entiers de nos ouvrages et dire c'est du théâtre. Et puis même dans des livres très vastes comme Terminus radieux, on pourrait considérer que c'est une mise en scène théâtrale, mais je ne veux pas parler de Volodine. Donc dans Black Village, le théâtre est très présent, et dans Luz Bassman, d'une manière générale, la situation que j'évoquais tout à l'heure, Danse avec Nathan Golshem, c'est quand même une femme dans un lieu très restreint, qui danse, qui fait des cercles, qui déclame, et qui chamaniquement, donc par la voix, fait renaître son mari disparu. Et ils échangent d'une façon qui pourrait être totalement théâtrale. Dans les Aigles Pus également, on a un personnage qui est ventriloque et qui donne la parole au rouge-gorge dont j'ai parlé, au gollywog, à la poupée noire dont Hugues a parlé tout à l'heure, et c'est formé sur une scène réduite, qui est une scène charbonneuse, une scène noire, c'est formé une situation théâtrale. Et à partir de là, effectivement, naissent des récits qui sont beaucoup plus colorés, qui sont différents, qui font intervenir des personnages, mais on est dans quelque chose qui est toujours lié à la parole, et la persistance de la parole est quelque chose qui est lié au théâtre et qui est permanent comme réflexion dans nos livres. Les situations, la parole, l'oralité, puisque il y a aussi derrière tout l'édifice post-exotique, il y a cette situation théâtrale, ce vaste théâtre qui est la prison où les auteurs post-exotiques sont enfermés, et où collectivement, donc en chœur et oralement, ils échangent, donc de façon théâtrale, des éléments qui sont des cris, des récits, des pleurs, des vociférations, des récits de rêves, des poèmes, des éléments qui vont devenir romans, mais qui au départ naissent dans ce contexte de chœur, de voix qui s'assimile à du théâtre. À propos de la persistance de la parole et Danse avec Nathan Golshem, tout à l'heure vous avez parlé de l'énumération et de l'humour du désastre, et donc des listes qu'on trouvait dans Danse avec Nathan Golshem, toutes les guerres que nous avons perdues, ou tous les chefs d'inculpation qu'échangent en paroles Nathan Golshem et Jennifer Goranidze. On trouve une autre forme d'énumération dans Black Village, dans une histoire qui s'appelle Fusillade 1, qui est une énumération des adjectifs qui qualifient les armes des combattants de leur bise. Que c'est l'énumération, comme si l'humour du désastre c'était des armes de résistance, des armes de parole pour ne jamais se rendre. Oui, là il s'agit d'armes réelles, il s'agit de carabines de la Révolution, et je n'ai pas la page, alors ça serait bien de la retrouver et de lire. Ça fait partie de ces
ces plaisirs d'écriture que se permet aussi Black Bassman. N'importe quoi. Oui, voilà, c'est une de ces rares pages où l'auteur s'est dit ça serait bien pour une dictée de certificat d'études. On avait là toutefois un homme de grande compétence guerrière qui excellait à tâtonner sans erreur parmi les douilles vides, les cartouches et les culasses. 3 carabines se succédaient entre ses mains, brûlantes, noires, fumantes, meurtrières peut-être, malodorantes, graisseuses, claquantes, brunes, fleurant bon la poudre et le salpêtre, inefficaces peut-être, lourdes, puissantes, surannées, vieilles, fidèles, souvent sollicitées durant la vie libertaire de leur maître, élégantes, sans prétention, inélégantes, démodées, avant-gardistes, longtemps remisées comme objets purement décoratifs dans les armoires syndicales, fondues avec respect, usinées avec amour par les prolétaires des monts Orbises, indéréglables, dévouées à la cause, bien entretenues, jamais prises en défaut, bonnes pour le service, bonnes pour la guerre de classe, imprécises mais suffisamment sonores pour faire détaler la racaille ennemie, argentée sous les rayons de la lune, mate, scintillante, légère, entre là. Est-ce que vous avez des questions peut-être que vous voulez poser Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser Antoine Volodine? Bonsoir. Est-ce que vos changements d'éditeur sont des changements de voix? Oui, tout à fait, puisque mais les changements d'éditeur. Chaque écrivain post-exotique a son éditeur. Hein, c'est une performance aussi éditoriale dont nous sommes assez fiers. Donc Lutz Bassmann est publié chez Verdier et sera toujours publié chez Verdier. Et Volodine chez Minuit. Alors, Volodine oui, ça c'est une histoire, c'est une longue histoire, hein, l'histoire de l'édition de tous ces livres. Et effectivement, les premiers livres de Volodine ont été publiés chez De Noël, ensuite aux éditions de Minuit, ensuite chez Gallimard et ensuite au Seuil. Donc là, ça correspond à des moments différents, dans l'œuvre, si vous voulez. Il faut bien dire aussi le fait d'appartenir au catalogue d'une maison d'édition conduit certainement l'auteur à se calibrer pour continuer à exister dans cette maison d'édition. Ça ne veut pas dire qu'il se renie ou qu'il se prostitue, c'est pas ça, mais il est évident que aux éditions de Minuit, je ne pouvais plus écrire le même type d'ouvrage que aux éditions de Noël, même si c'était la continuité, même si j'ai continué à écrire la même chose toujours, hélas. Voilà, certains je pense que ça ne correspond pas à des changements de voix. Simplement, le fait, par exemple, de quitter Minuit m'a permis de faire chez Gallimard ce que je voulais.
et de faire, de sortir un livre comme Le post-exotisme en 1000 leçon 11, ou ou Vue sur l'ossuaire, qui s'intitule Romance, qui est sous-titré comme genre romance avec un petit rond sur le A, chose que Jérôme Lindon n'aurait pas du tout autorisé. Voilà. Donc le fait de changer d'édition, d'éditeur, ne change pas la voix, mais peut-être peut changer la relation avec avec ses projets. Je sais pas, peut-être. Dans Black Village, on trouve toute la constellation des personnages du post-exotisme, ou presque. Il y a des morts qui refusent de se laisser enterrer, des tueurs du service action, des hommes ou femmes oiseaux, on en a parlé, des fous, des rêveurs, des chamans, des laissés pour compte, des moines bouddhistes, des acteurs sans public, des familles bures, survivantes des pogroms, des combattants de l'Orbise, des Untermenschen. Et on trouve aussi tous les genres, aventure, policier, science-fiction, en une hybridation des genres. C'est comme une grande traversée de tout l'univers post-exotique, en même temps que des variations sur toutes les possibilités de la fiction, et c'est un enchantement pour le lecteur. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu faire? Enchanter la lectrice, bien sûr. Oui, mais on retrouve des éléments, toujours ces éléments que vous avez énumérés, on les retrouve parce que il y a cette élaboration collective au départ, ce cœur, cette communauté d'écrivains emprisonnés qui donne vie à une matière brute, romanesque, dans laquelle vont être retirés des éléments pour former des romans. Et chacun des auteurs publiés, Bassman, Dreger, Volodine, Kronauer, on va le laisser à part parce que c'est très très à part son travail. Dans tous ces romans, chez tous ces auteurs, il va y avoir donc la participation à une pêche qui est on va retirer d'une matière collective des éléments qui sont communs, et par conséquent on va les retrouver. Et puis il y a une sorte d'épopée qui se trouve en arrière de l'écriture de tous nos livres, qui est d'une part la révolution avec ses défaites, d'autre part la même perception du totalitarisme, de l'impossibilité de l'individu à exister à l'intérieur d'une organisation qui lui demande l'impossible. Et puis il y a des éléments qui sont transformés, mais qui sont les grandes défaites de l'humanisme au XXe siècle, et qui ont été nommés une fois pour toutes dans tous nos romans comme étant une persécution des Untermenschen, qui se trouvent en situation de narrateur la plupart du temps dans nos livres, et extermination d'un peuple imaginaire qui est toujours nommé, qui est les Ibures, dans lequel on peut retrouver l'ensemble des peuples qui ont été massacrés, génocidés pendant le XXe siècle et qui continuent à l'être aujourd'hui. Alors, c'est une sorte aussi de clin d'œil que s'envoient les auteurs
de parler des Ibures, de l'extermination des Ibures, de la deuxième Union soviétique, de la troisième Union soviétique, des Untermenschen, de l'humour du désastre. C'est un jeu qui fait partie de notre jeu collectif, de notre élaboration collective d'une littérature à plusieurs voix. C'est tout à fait... c'est un monde que nous partageons. Alors, effectivement, on le retrouve. C'est un peu consternant, finalement, de voir que on le retrouve dans tous les livres, parce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter bientôt. Donc, on s'arrêtera au 49e titre, ça c'est le 42e. Vous n'aurez plus que 7 pinsommes. Moi, je peux intervenir. Bonsoir Antoine. C'est juste par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui me frappe dans ce nouveau livre, c'est que c'est la nouveauté. Enfin, en même temps, c'est le monde de Lutz Bassmann, c'est le monde du post-exotisme, évidemment, on reconnaît tout, et en même temps, quand moi j'ai lu ce livre, j'ai l'impression de lire Bassmann ou du post-exotisme pour la première fois. C'est réinventé complètement. Ce qui me frappe, moi, c'est cette fraîcheur, contrairement à ce que tu viens de dire, c'est cette fraîcheur de ce livre. C'est un monde, effectivement, Black Village, et tu disais qu'il y avait tout le monde post-exotique qu'on retrouvait, et en même temps, on trouve un monde complètement extérieur au post-exotisme. Je veux dire, on peut, quelqu'un qui n'aurait jamais lu un livre de Volodine ou de Bassmann, trouverait dans ce monde-là des échos avec le monde d'aujourd'hui, le monde futur, des choses qui en fait ne sont pas du tout closes sur le monde du post-exotisme. C'est vraiment ça qui m'a vraiment frappé dans ce livre. Et puis il y a cette chose géniale des interrupteurs. Enfin, ça c'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. C'est combien il y en a, je ne sais plus combien il y en a, mais à chaque fois ça s'arrête. Et ça c'est un plaisir de lecture incroyable. Enfin, c'est de l'action pure, de la vision. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, moi c'est un livre, alors que je connais Bassmann, je connais beaucoup de livres qui sont c'est vraiment un événement. Ce livre est vraiment un événement littéraire fort. C'est ce que je n'ai pas tellement de questions à poser. C'est ça qui est incroyable, c'est cette nouveauté de ce livre. On le vit comme quelque chose qu'on n'avait jamais lu. Ce qui m'a frappé aussi, moi, c'est l'humour. C'est l'humour l'humour qui est très très présent dans Black Village. Parce que moi j'étais resté, moi j'avais beaucoup pleuré avec cet Angolchem qui finalement est un grand roman d'amour. Il y a beaucoup de tendresse, puis dans Les Aigles Puits aussi, il y a beaucoup de tendresse. Et là je veux dire que j'ai vraiment beaucoup. Enfin, j'ai pas fini encore, je ris encore, parce que donc je me regarde encore un peu pour la suite, mais là j'ai vraiment beaucoup ri, notamment la scène, le passage du théâtre, c'est carrément. Et alors donc, je m'interrogeais d'ailleurs, est-ce que l'humour, est-ce qu'il est préalable ou est-ce qu'il est consécutif au projet, en fait? C'était une question que je me posais comme ça, parce que il y a toujours plus ou moins de l'humour chez Bassmann, notamment dans Haïku de prison, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment très très. Ce livre-là, il est vraiment qui est peut-être le plus noir. Et en même temps, c'est le plus drôle, quoi. C'est vraiment, quoi. On rit beaucoup. Alors voilà, la question que je me posais, est-ce que c'est préalable ou est-ce que c'est consécutif au projet, en fait? Est-ce que je sais pas si la question est claire, en fait. Oui, non, mais je comprends, mais je peux pas tellement répondre précisément parce que l'humour naît au moment du travail d'écriture et c'est pas une volonté de raconter des histoires drôles, hein, c'est ça. Mais c'est la volonté, c'est de casser le tragique ou le sinistre ou le lugubre par l'humour et donc et l'effet est recherché à ce moment-là. Mais parce que il y a
il y a quelque chose que tous nous essayons d'éviter, c'est le pathos, voilà. Pourtant, les situations sont souvent terribles, et le seul moyen d'éviter ça, c'est de pratiquer cet humour du désastre. Mais c'est quelque chose qui ne préexiste pas. Voilà, voilà. Et c'est quelque chose qui est consécutif. Vous dites, il y a un travail de longue haleine sur chaque texte. Les textes sont revus, revisités de nombreuses fois. Il y a beaucoup de versions et la meilleure version, celle qui se termine, est une version où justement l'humour a été poussé à son maximum, mais le maximum, c'est pas aller jusqu'à l'éclat de rire ou une situation clownesque. C'est de jouer avec les limites de l'acceptable dans l'humour quand la situation est terrible. Et puis, pendant que là, sur un autre sujet, là, pendant que je tiens le micro, je m'étais posé la question, parce que là, vous avez parlé tout à l'heure là, des entrevoûtes, et puis donc là, du genre spécifique. Moi, en lisant Black Village, bon, j'ai bien vu la structure pyramidale avec le Nara central, et puis je me suis demandé, mais est-ce que ce sont pas aussi des entrevoûtes, en fait, Black Village? Est-ce que c'est pas un livre qui combine en fait les différents genres post-exotiques qui existent déjà? Oui, on pourrait le dire. Ça peut être aussi sous-titré roman. C'est aussi. Bien sûr. Alors finalement, c'est pas très important de savoir. Ça me fait énormément plaisir qu'un lecteur en soit à discuter des genres post-exotiques. Un des grands plaisirs aussi que j'ai eu très récemment, j'ai lu un article qui disait en substance, enfin qui faisait l'analyse de Black Village, et qui disait en substance, quand même, Bassman, c'est quand même nettement mieux que Volodine. Vraiment plaisir. Ben moi, c'est une confirmation qui m'a fait très plaisir, à savoir entendre de la bouche même du porte-parole de Lutz Bassman la correspondance, la parenté entre la manière dont les narras, les actes, les esquives, les rêves, les errances conduisent à l'image et l'image cinéma. Parce qu'à chaque fois que j'ai lu le Stalker de Tarkovsky, et lu un certain nombre de fois, j'ai toujours pensé que c'était fait à partir d'un roman de Lutz Bassman. Évidemment, Tarkovsky a beaucoup moins d'humour, mais beaucoup plus optimiste que Lutz, mais ça, on le savait. Je suis content qu'on parle aussi de cinéma parce que l'objet post-exotique on l'a dit, donc est lié beaucoup à l'histoire et à l'image, est lié au cinéma, et l'influence, j'ai parlé tout à l'heure des oiseaux de Max Ernst, l'influence de l'image pour la création littéraire et dans le post-exotisme extrêmement et fondamental, et je pense que le cinéma est l'art qui conduit à la création post-exotique beaucoup plus que la lecture de Flaubert ou de Proust. J'avais une petite question et puis une plus grande. La petite question, c'est que vous avez dit que l'oralité était importante. Pour Lutz Bassman, c'est Black Village ou Black Village? Alors moi je dis Black Village. Je dis Black Village
Autrement, on devrait dire Black Village. Voilà. Et, Voilà. et c'est bien ce jeu entre les deux langues. D'accord. Oui. Ok, bon. Oui. Alors, la question qui me taraude depuis un peu plus longtemps, c'est la suivante. Elle a peut-être aucun sens, vous me direz. Vous avez rappelé que dans tous ces auteurs-là, on le souci de raconter l'histoire des révolutions perdues, des génocides du XXe siècle. Vous avez parlé de transmettre l'humanisme au début de vos propos. Et il y a un roman de Volodine, je crois, Nos animaux préférés, qui se passe dans la jungle, donc peut-être en Afrique. Mais ce que je me demande toujours pourquoi tous les personnages, et on sait qu'ils sont nombreux, et leurs noms sont pleins d'imagination. Il n'y a jamais de personnage africain. Ce continent, il n'intéresse pas le post-exotisme. Comment on peut expliquer que ce projet, qui a un aspect politique, hein, qui s'assume, parle de l'Asie, de l'Europe, de tas de peuples, et pas de l'Afrique? Est-ce que c'est fatal, ou est-ce qu'on en verra un peu dans les 7 derniers? C'est une question d'inspiration et c'est une question de situation géopolitique, de liaison avec quand même l'histoire de la Révolution, qui est l'histoire de l'URSS, de la Russie, de l'Est, la religion qui est souvent citée, c'est le bouddhisme, c'est l'Asie. Au niveau tout simplement biographique aussi, mon parcours personnel m'a conduit. J'ai été en Afrique, hein, mais comme ça. Mais mon parcours personnel, c'est l'Asie et l'Est, l'Orient. Et simplement, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, un de mes amis écrivains me disait, ben voilà, tu as fait, tu as parlé de l'Est, de l'Amazonie, dans Le Nom des singes. Tu devrais maintenant parler de l'Afrique. Et ça m'a un peu énervé parce que c'est pas une série de Hergé que je fais. C'est pas Potemkin en Afrique. Et puis ce qui se passe en Afrique est abominable, mais renvoie à des images plus générales de génocide qui sont traitées là, mais s'introduire dans l'Afrique au niveau romanesque est une entreprise que nous ne ferons pas. Voilà. Même chose, et je le dis parce que j'ai passé plusieurs mois au Japon cette année, même chose pour le Japon. Je pense que s'introduire dans le Japon est quelque chose qui ne nous est pas permis techniquement, littérairement. C'est trop compliqué. Ce sont des mondes qui sont trop hermétiques. Et si on veut bien traiter un monde, il faut entrer à l'intérieur. Et c'est ce que nous faisons dans tous les mondes de l'Est et les mondes de l'Asie, mais pas le monde du Japon qui est totalement hermétique, passionnant, hein, mais je suis allé au Japon avec l'idée d'introduire très rapidement, d'introduire le shintoïsme dans le post-exotisme, comme j'avais introduit le bouddhisme tantrique dans beaucoup de livres, le Bardo. Or, en fait, le shintoïsme, c'est japonais, c'est pas universel. C'est magnifique, c'est extrêmement émouvant, mais on ne peut pas pénétrer à l'intérieur et en faire quelque chose d'universel. Or, une de nos préoccupations, c'est de partir de
l'Asie, du bouddhisme tantrique, de la deuxième Union soviétique, des grands espaces de la steppe, etc., pour en faire quelque chose d'universel. L'extermination des Ibures qui est souvent évoquée, c'est pas un génocide précis, c'est tous les génocides dont l'humanité a été coupable. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors effectivement, bon, après le 49e titre qui sera la fin, la fermeture de l'objet post-exotique, bon, moi je serai ailleurs, je sais pas, et il y aura un bardo, et peut-être qu'à ce moment-là, d'autres écrivains post-exotiques s'intéresseront à l'Afrique. Mais pour l'instant, dans le projet qui s'appelle le post-exotisme, en 49 titres, il n'y aura pas de passage par l'Afrique. Merci beaucoup, je pense que ça fait une très belle conclusion. Je voudrais que le porte-parole de Lutz Bassmann et tous les lecteurs sympathisants rassemblés ici ce soir aient le temps de prendre un verre, de poursuivre la discussion sur un mode plus informel, de bien sûr acheter, offrir, découvrir l'ensemble de l'œuvre de Lutz Bassmann et du post-exotisme qui est disséminé dans toute cette petite librairie. Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci beaucoup Antoine Volodine. Alors, juste une petite précision. Je suis porte-parole ici ce soir de Lutz Bassmann, on est bien d'accord. Je ne peux donc pas signer des livres de Lutz Bassmann. En revanche, pour ceux qui veulent qu'on leur salope leurs livres, je peux mettre un cachet, un sceau de Lutz Bassmann, chinois. Voilà. On préfère ne pas savoir avec quel matériau en prison il a été fait. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que je vais procéder si vous voulez une signature de Bassmann. Merci beaucoup, un grand merci.